va décrire pour la première fois au monde que la liberté n'est pas une opposition. Banalement, vous pensez que vous êtes libre si vous pouvez dire non, si vous pouvez protester, si vous pouvez vous révolter. Quand on ne dit pas ça, quand on dit que vous êtes libre, non pas quand vous dites non, parce que si vous dites non, votre liberté est subordonnée à ce contre quoi vous vous révoltez. Non, vous êtes libre quand vous pouvez prendre une initiative, quand vous allez commencer quelque chose. Tout à l'heure, une dame a protesté, elle a bien fait, mais la véritable liberté, c'est quand on trouve une solution, quand on commence quelque chose à nouveau. Et on sera très libre quand on se lèvera de cette salle et on ira boire un verre et parler ensemble, par exemple. Donc, la notion kantienne de la liberté, c'est la liberté comme self-beginning, le commencement de soi, qui néanmoins est subordonné à une cause. On est subordonné à la cause divine, au Dieu, c'est Dieu qui nous commence, le devoir, la cause suprême dans la pensée kantienne, la transcendance, et on se rend compte de plus en plus que dans le monde moderne, cette cause suprême, c'est peut-être Dieu, mais c'est surtout le marché. La crise financière est un exemple. Qui gagne plus est le mieux placé. Donc, la libre initiative, le self-beginning, est devenue une adaptation au marché. Cette liberté, je ne la récuse pas. Je pense que pour tous ceux qui sont exclus du marché, c'est quelque chose d'important de pouvoir prendre sa place dans le marché. Je dis simplement qu'elle n'est pas la seule et que ce serait regrettable que l'être humain réduise sa liberté à cette liberté adaptation. Nous avons une autre liberté dans le monde de la culture européenne telle que je l'ai tracée à grands traits. Cette autre liberté a été développée dans le séminaire de Heidegger, qui était une analyse de la pensée de Kant et qui s'intitule « L'essence de la liberté humaine ». Je vous recommande. Il s'agit là de la liberté comme rencontre surprenante avec l'autre. Je suis libre quand je vous rencontre dans votre altérité, dans votre différence, et quand vous me rencontrez dans la mienne, tout en gardant nos différences. La rencontre des différences. Où ça se fait? Ça se fait dans l'exemple que je trouve, et j'ai développé cela dans ma présentation de mon travail au prix Holberg. Il y a quelques années, le gouvernement norvégien s'est aperçu qu'il n'existe pas de sciences humaines dans le palmarès du Nobel. Et ils ont créé le prix Holberg. Les Norvégiens ont beaucoup d'argent parce qu'ils font beaucoup d'écoles. Et ils ont créé ce prix Holberg pour honorer les sciences humaines. Et j'ai eu l'honneur de recevoir ce premier prix. Ensuite, il y a eu Habermas, le philosophe allemand, etc. Ce que j'ai pu vous dire cela en développant davantage, vous trouvez ce développement sur mon site, c'est que la liberté comme rencontre de différents, se manifeste par exemple dans la création artistique, dans la fiction. On a dit non-fiction. Mais si vous regardez la philosophie française moderne, elle n'est pas seulement un discours systématique, elle est très souvent un discours systématique qui devient fictionnel. Il y a beaucoup de littérature dans une philosophie de Roland Barthes ou de Jacques Derrida ou de Deleuze ou de Julien Clerc. Et c'est Freud qui nous a appris que l'imagination, fiction, est un lieu de liberté. Pourquoi? Parce que le langage de la fiction est proche de la sensation, de la pulsion, de l'érotisme, de la mort, des profondeurs de l'être humain. Les jésuites savaient ça. Balthazar Gracian disait « l'étrange profondeur des mots ». Eh bien, le philosophe des sciences humaines, qui n'est pas capable de donner l'étrange profondeur des mots, ben, c'est pas la peine qu'il philosophe. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas aujourd'hui devant l'écran des images, devant l'empire de l'image.
nous sommes amenés dans le non-fiction de passer par l'imagination. Et la pensée de Freud est constamment au bon rapport entre ça. Donc, c'est une liberté. C'est une liberté de pensée qui passe par l'interface entre fiction et non-fiction. Et c'est le rôle des sciences humaines, et c'est la particularité des sciences humaines, leur richesse aussi. Une autre figure de cette liberté au sens de Heidegger, que je traduis en ma façon à travers Freud, c'est aussi l'homme révolté du famille, mais l'homme révolté qui n'accepte pas le diktat de ceci ou de cela, qui se pose des questions, qui dans le champ social se pose des questions et essaie de transformer l'environnement national ou nationaliste. Et puis aussi, c'est évidemment, je vais prêcher pour ma discipline, la psychanalyse, l'espace de liberté, c'est l'espace de transfert. C'est-à-dire là où je crée un lien affectif avec l'autre et je parle dans ce lien affectif qui est une sorte de relation amoureuse, mais une relation amoureuse qui va être élucidée, que j'essaierai de comprendre, dans laquelle j'essaierai d'infiltrer de la connaissance pour pouvoir créer dans le champ social des relations de ce type. Je vais finir par un autre exemple de liberté que j'emprunte à Hannah Arendt, que je considère moi comme un génie féminin, et j'ai consacré une trilogie à 3 femmes qui sont pour moi des exemples du génie féminin au XXe siècle: Hannah Arendt, Melanie Klein, la psychanalyste qui a inventé la psychanalyse des enfants, et l'écrivain française Colette. Alors, Hannah Arendt s'est demandé à la fin de sa vie quelle était la forme optimale du lien politique. Elle n'a pas élaboré ça, elle n'a pas fini, elle est morte avec une feuille sur sa machine à écrire, qui est une interrogation sur le jugement esthétique selon Kant. Et elle creuse cette idée de jugement politique et esthétique. Qu'est-ce que le jugement esthétique? Il n'est justement pas un jugement au sens juridique du terme, le bien et le mal. Je te condamne, tu es criminel. Le jugement esthétique, dit-elle après Kant, se fonde sur le goût, qui est le plus archaïque des sens, le plus ancien. Le bébé entre en contact avec le monde à partir du goût. Mais le goût esthétique, c'est quoi? Quand nous sommes dans un concert, mettons de Mozart ou dans une pièce de théâtre de Molière, chacun a son goût. Et chacun juge, entre guillemets, à partir de son goût, c'est-à-dire une relation affective irriguée par du jugement, mais pas réduite au jugement. Toujours ce carrefour entre corps et sens. Ceux qui participent à ce concert ou à cette pièce de théâtre, ils ont leur jugement, chacun individuel. Mais quand ils sortent, ils ont de la sensation, de la conviction d'avoir participé à un lien commun qui les rattache au texte musical de Mozart, au texte dramatique, comique de Molière. Eh bien, Hannah Arendt imagine un jour un lien politique qui serait basé sur le jugement esthétique, où chacun garderait sa singularité de sujet sensible et lucide, et qui fera des communautés qui respectent cette singularité. Vous voyez l'utopie. C'est cette utopie-là qui est, à l'étape actuelle, je crois, de l'humanité, toute civilisation comprise, le point le plus avancé où l'être humain est pensé la liberté. C'est mon rêve et j'aimerais que vous y réfléchissiez après la finition, après la fin de ce forum, de cette rencontre et de cette foire du livre. Je vous remercie de votre attention. Если можно, и в отношении затем формирования чувства свободы. Ну, как известно, идентификация материнская, это идентификация достаточно первичная,
И архаичный отец — это тот, кто дает свободу, выводит нас в мир такой взрослой реальности, смелой реальности. Вот вопрос такой. Спасибо. Merci beaucoup. Je sais pas, là, cette fois-ci, ce micro ne marche pas, donc je parle sur celui-là. Merci beaucoup, madame, de cette question très vaste. Je vais essayer de répondre très rapidement, parce que c'est une énorme problématique, mais je vais vous inviter, pour ceux qui veulent approfondir cela, à notre débat sur la maternité, justement, avec les psychanalystes cet après-midi, dans une salle qui s'appelle Paris. Donc, la simple chose que je voulais dire, c'est que, d'abord, je pense que ces mots, la langue, sont des empreintes sur notre psychisme, et donc il y a des influences profondes, inconscientes. Vous avez raison de parler de l'influence qu'on peut avoir sur notre conception de la patrie, un mot который родство et другой который patrie. Ceci dit, la psychanalyse commence à peine à comprendre qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'une mère. Et je ne suis pas si sûre que le père soit seulement celui qui ouvre vers la liberté, et la mère celle qui garde une sorte de normalité pour que l'enfant puisse survivre. Il y a des pères qui deviennent des tyrans, et il y a des mères qui parviennent, la plupart d'ailleurs, à transmettre la capacité de penser. Mais il est fort probable que dans l'idée de patrie, il faudrait que nous puissions mélanger les deux géniteurs et en même temps ne pas nous contenter des images traditionnelles que les civilisations ont créées de ces géniteurs. Certaines cultures, peut-être la culture orthodoxe, investit beaucoup le poids de la mère. D'autres ont insisté beaucoup sur le côté ludique, joueur du père. Je suis frappée par exemple dans la musique baroque de voir combien l'homme ne chante pas comme un pop. C'est très différent, la paternité est différente d'une culture à l'autre. Donc je pense que, et je ne l'ai pas dit, c'était dans mon texte, une des grandes questions qui se posent maintenant à la culture européenne et pour la question de liberté, c'est de pouvoir transvaluer l'héritage spirituel, l'héritage religieux. Les religions ne sont pas seulement des obscurantismes, elles le sont aussi, et c'est ce que la sécularisation, l'esprit des Lumières l'a dit. Nous avons ciblé, nous avons attaqué violemment les religions comme porteurs d'obscurantisme. Il reste que ce sont aussi de grands défauts de connaissances, notamment sur la maternité et la paternité. Des connaissances limitées, de connaissances abusives, souvent, mais de connaissances qui nous marquent profondément. Et je pense que la grande tâche de la psychanalyse et des sciences humaines, c'est de faire une transvaluation de ces conceptions du rôle paternel et maternel telles que nous les transmettent les religions. À commencer par quand